Venons-en au cas spécifique des actions européennes. Et c'est Roland Caloyan qui est avec nous en plateau, le responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB. Bonjour et bienvenue Roland. Bonjour Grégoire. Je le disais, alors bon, les actions européennes, pour certains dans le monde, c'est un cas désespéré en permanence. Là, il faut quand même regarder un petit peu les fondamentaux et ce que disent les investisseurs sur les actions européennes. Les flux, le momentum ne sont pas là aujourd'hui, mais justement, si on regarde peut-être la valorisation que donne le marché aux actions européennes et qu'on regarde et qu'on essaye d'anticiper les fondamentaux des entreprises avec les résultats qui vont arriver dans les prochaines semaines, quelle est l'analyse un peu rationnelle qu'on peut faire de la situation, Roland ? On vient d'un multiple sur les marchés actions européennes début d'année de 16. On est aujourd'hui à 10,5. 10,5. Pour remettre un peu dans un contexte historique, la moyenne sur les 25 dernières années du PE du marché européen, c'est 14,5. Alors on va me dire, oui, mais les taux montent, donc évidemment, c'est normal de voir des contractions de multiples. Certes, la moyenne des taux allemands sur les 25 dernières années, c'est 2,5. On est à 2 aujourd'hui, aux alentours de 2. Donc on peut expliquer le mouvement depuis le début d'année par évidemment la hausse des taux longs, mais on ne peut pas expliquer tout par la hausse des taux et la contraction des multiples. Donc il y a une partie aussi, on voit, d'anticipation de baisse des bénéfices déjà. Peut-être pas suffisamment, après ça va dépendre de la type de récession qu'on va avoir. Ça c'est le point. Et l'autre, quand on le met dans le contexte, on peut mettre aussi dans un contexte géographique. Aujourd'hui, les marchés européens se traitent avec une décote historique par rapport au marché américain. On est sur une décote de 35%. On a, avec la crise énergétique, cassé les niveaux d'à peu près 30% de décote qu'on avait vu durant la grande crise financière. Et ce qui est intéressant aussi, parce que c'est vrai que quand on compare le marché européen et américain, on se dit, bon, on ne compare pas les mêmes secteurs, le même type de valeurs, etc. Ce qu'on a fait, c'est regarder au niveau secteur par secteur. Et là, on s'aperçoit qu'en Europe, on a une décote sur tous les secteurs, tous aujourd'hui, par rapport au même secteur coté aux États-Unis. Il n'y a pas un secteur en Europe qui est au moins aussi bien valorisé que le même secteur aux États-Unis aujourd'hui. Non, tous. Et ils sont même tous, si on se dit qu'il y a une décote un peu structurelle, parce que marché de l'emploi, plus de croissance, etc. Aujourd'hui, on a quasi tous les secteurs, sauf un qui est l'énergie. Peut-être que l'Europe est plus avancée sur les questions de décarbonation, etc. Mais en tout cas, sur tous les autres secteurs, on est sur une décote plus importante aujourd'hui que la décote qu'on a pu constater sur les 10 dernières années. Je reviens au PE Forward, donc le prix auquel on paye les bénéfices des 12 prochains mois, 10,5. Oui. Donc on est sur un écart type important par rapport à la tendance moyenne, c'est ce que vous dites, Roland. Le point bas ultime de référence historique, non mais pour avoir une idée. Oui. C'est-à-dire que s'il faut chercher à se comparer à des situations qui ont été extrêmement douloureuses dans le passé, quelle est la référence de ce point de vue-là ? Alors on est déjà en dessous, ou quasiment au même niveau, ou légèrement en dessous de ce qu'on a vu durant le Covid, déjà. Ouais. Et on est bien en dessous de ce qu'on a eu durant la crise de la zone euro en 2010-2012. Et on se rapproche, on n'est pas encore sur les niveaux de ce qu'on a eu en 2008-2009, où on avait atteint un PE de 8. D'accord. Point bas du marché, mars 2009, et peut-être point bas aussi, j'imagine, pour la valorisation des actions européennes à 8 à l'époque. Quand on regarde le E, les earnings, les résultats arrivent. On a été jusqu'à présent à chaque fois surpris par la résilience et la bonne tenue des résultats des entreprises. Et prenons d'ailleurs cette question par l'angle positif d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a matière à être encore surpris par la résistance, la solidité des résultats des entreprises en Europe sur le troisième trimestre ? Alors, c'est vrai que quand on passe d'un PE de 16 à un PE de 10, il y a aussi une explication, c'est que les bénéfices sont plutôt bien tenus. Pour l'instant, on a rien vu, en tout cas, les entreprises et les résultats sont plutôt bons. Donc c'est que de l'anticipation et des attentes de la part des investisseurs et du marché sur la potentielle baisse et l'impact que peut avoir une récession sur les BPA. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, alors je mets de côté les matières premières, parce qu'évidemment, on a vu la flambée des matières premières cette année, donc avec des effets de base, ça tire la croissance. Si on enlève ça, on est sur une croissance cette année de 8%. Donc
c'est quand même une bonne année pour l'instant, 2022. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 2023, parce qu'on va très vite se projeter sur 2023. Et là, la croissance attendue, si on prend en compte les matières premières, elle est seulement de 3%. Et historiquement, on n'a jamais vu ça. Au mois de septembre, le 28 septembre, historiquement, les attentes pour l'année prochaine, c'est aux alentours de 13, 14. Je crois que dans ma petite carrière d'observateur de marché, je n'ai connu pour des attentes annuelles que des perspectives à 2 chiffres. On commence toujours avec 10% de croissance bénéficiaire ou plus, et c'était le rituel chaque année dans les 10 dernières années passées. Alors avec le point bas qui était l'année dernière, parce qu'on avait vu un 2021 très fort, donc on avait dit qu'il y avait des effets de base qui seront plus difficiles pour 2022. Et déjà, le point bas, pour vous donner un peu une référence, septembre dernier, donc pour 2022, on attendait 8,4. Donc vous voyez, 3%, c'est quand même très 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 faible. Et ça fait un petit peu écho à ce qu'on observe aussi au niveau macro. Quand je regarde le consensus économique, 0% de croissance attendue au T3 cette année, moins 0,3 au quatrième trimestre et moins 0,2 au premier trimestre. J'ai pas le souvenir d'avoir vu le consensus économiste. On a toujours parlé de récession, potentielle récession, comme scénario de risque. Mais mettre dans un scénario central et avoir un consensus comme ça en disant il y a une récession qui arrive dans la zone euro, c'est très rare. Et donc, il faut réfléchir à l'idée que le consensus puisse être pris un peu à défaut, peut-être, même si c'est vrai que l'ambiance est quand même assez claire sur l'idée d'un fort ralentissement assez généralisé. Mais je reviens à la résilience des earnings. Quels peuvent être les facteurs qui pourraient surprendre peut-être positivement dans la bonne tenue des résultats en Europe, Roland ? On a tendance à se focaliser sur les mauvais effets de l'inflation sur les résultats des entreprises, parce qu'on pense tout de suite que ça va faire monter les coûts, les salaires, les matières premières, etc. Il faut avoir en tête qu'une hausse généralisée des prix, ça va aussi soutenir les revenus. Donc, effectivement, après, c'est une question de marge. Est-ce que les entreprises vont être capables de passer les hausses de prix ? Est-ce que ces hausses de prix on aura une baisse des volumes ou pas ? Si cette baisse des volumes va être suffisamment compensée par la hausse des prix. Donc, il faut effectivement mettre tout dans la balance. Et je trouve que l'équation, elle est pas si simple. En particulier, il y a des différences aussi en termes de secteur à l'intérieur du marché. Et on s'aperçoit effectivement que d'avoir des marges très élevées, c'est plus facile d'encaisser des coûts qui peuvent monter plus vite. Et ce qui est intéressant aussi dans les fondamentaux, c'est qu'on est aujourd'hui sur des niveaux de marge extrêmement élevés dans quasiment tous les secteurs. Donc effectivement, il y a cette vague inflationniste qui arrive, avec potentiellement évidemment un soutien pour le revenu, mais à un moment où les marges sont extrêmement élevées. Et donc ça, il faut aussi le mettre dans la balance. Après, il y a quand même des facteurs plutôt positifs, on n'en parle pas assez. C'est la baisse des prix des matières premières. Ah bah oui. Que ce soit le pétrole, on a beaucoup parlé de la hausse, on entend moins parler de la baisse. Oui, parce qu'on se concentre beaucoup en Europe sur l'électricité et le prix du gaz. C'est vrai. Mais il y a effectivement des secteurs qui utilisent beaucoup le pétrole, l'essence. Il y a aussi métaux industriels. Donc tout ce qui est transport, c'est très important. Voilà. Et puis évidemment les métaux, tout à fait. Je reviens à l'idée du timing. Ce que je disais en forme de boutade, le cas des actions européennes est parfois désespéré en permanence pour certains investisseurs. Il y a toujours effectivement un doute, une défiance. Enfin, on connaît la situation de la zone euro dans le paysage global pour l'investisseur global. Comment vous mesurez le sentiment, là, la négativité du sentiment qu'il peut y avoir sur les actions européennes ? Moi, je regarde beaucoup les positionnements, les flux qui sont évidemment, depuis le début de l'année, très négatifs en Europe. Et quand je regarde, on a pas mal d'indicateurs pour regarder un peu comment sont positionnés les investisseurs. On est sur des niveaux extrêmement faibles en termes de positionnement. Qu'on compare par rapport à l'historique, qu'on compare par rapport au poids que représentent vraiment les actions européennes dans des actions mondiales, on voit que le positionnement est extrêmement faible. On a vu des décollègues, des sorties de fonds très importantes de l'Europe. Et donc, effectivement, ça, pour nous, c'est quand même des signes qu'aujourd'hui, on arrive sur des niveaux où... qui va continuer à vendre les actions au bout d'un moment, on est tellement bas dans les portefeuilles et la valorisation, évidemment, que ça soit
absolue ou relative par rapport à d'autres pays, en particulier les États-Unis, peuvent à un moment faire revenir les investisseurs. Alors au niveau du timing, ce qui est clair, c'est qu'on s'approche, on rentre dans l'hiver, on a une crise énergétique, on le sait. Et ça, évidemment, là, à très 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 court terme, c'est difficile pour les gérants de se dire je vais faire un pari, ça va bien se passer, etc. Mais à mesure, si effectivement les choses se passent plutôt bien, parce qu'il y a cette asymétrie, on peut voir évidemment un rebond assez fort. Après, quand on se projette sur un an, c'est plutôt un bon point d'entrée. Donc voilà, en termes de timing, peut-être, moi je serais plutôt à chercher des points d'entrée sur ces niveaux-là. On commence à être vraiment sur des niveaux de valorisation très intéressantes. Oui, en termes de recommandations tactiques, être encore extrêmement short d'actions européennes à ce stade, c'est un risque important. On l'a vu en juillet, il suffit de quelques chiffres, effectivement, d'inflation. Je pense que le débat, c'est vraiment, dès qu'on aura, on va se dire qu'effectivement, on a vu le point haut sur l'inflation. Alors, bon, c'est toujours délicat. Là, on aura les chiffres vendredi sur la zone euro. Je pense qui vont continuer de monter. Là, autant sur le débat est ouvert aux États-Unis, autant là, on a quand même. Mais on va quand même scruter un petit peu ce qui se passe, les dynamiques à l'intérieur de l'inflation, parce que de se dire voilà, on fait encore un nouveau point haut, etc. Ça, c'est une chose. Effectivement, c'est attendu. Après, on va scruter vraiment les dynamiques à l'intérieur pour essayer de voir effectivement s'il y a si l'inflation se transmet, par exemple, de biens aux services. Est-ce que ça accélère d'un côté, etc. Donc ça va vraiment être très important de regarder à l'intérieur. La nature de l'inflation. La nature de l'inflation, tout à fait. Et là, évidemment, sur les mois à venir, parce que évidemment, le prix du gaz est très élevé, le prix de l'électricité est très élevé. Mais au-delà de ça, il faudra voir si cette inflation elle est en train de se répandre ou pas, parce que c'est ces signaux-là aussi que va regarder la BCE. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Roland Caloyan, je le rappelle, qui est avec nous, responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB, et Marie Delessac, qui nous accompagnait également pendant cette demi-heure, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart TV.